Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Financé par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada, le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable, de la forêt à la table. Vous écoutez le 5e épisode de la Station acéricole. Je m'appelle Mathieu Ligny et je suis conseiller à la vie syndicale au PPAQ. Au cours de cet épisode, on plonge au cœur du développement de marché aux États-Unis. Parce que même si beaucoup de Québécois consomment au moins une fois par année un produit de l'érable, on ne peut pas en dire autant de nos voisins du Sud. Au PPAQ, il y a plusieurs personnes qui travaillent à développer les différents marchés partout dans le monde pour faire voyager l'érable et continuer de propulser l'industrie, parce que nous sommes les plus grands producteurs au monde. Mais qu'est-ce qui distingue le marché américain? Quelles relations ont les Américains avec l'érable? Et surtout, c'est quoi le rôle des PPAQ dans tout ça? David Marino, directeur de la promotion et du développement des marchés au PPAQ, nous éclaire sur le sujet. Donc, au PPAQ, on a comme mandat, nous, à l'équipe de la promotion, de faire la promotion générique des produits d'érable sur les marchés étrangers. On a la chance d'être une organisation où vraiment on a les mains sur le volant pour faire la promotion, justement. Il y a plusieurs fédérations où il y a de l'exportation qui se fait, mais il n'y a pas nécessairement de travail qui se fait sur ces marchés-là. Donc, nous, dans ce cadre-là, on travaille avec des agences pour chacun des marchés sur lesquels on est présent. Pour le marché des États-Unis, la firme Rethink a été celle qui a été sélectionnée cette année. Leur mandat, en fait, c'est de faire la promotion générique du sirop d'érable sur ce marché-là. Donc, on ne représente pas de marques qui sont disponibles en tablette. Dès qu'on fait de la promotion hors du Québec, on agit sous le parapluie Maple from Canada, donc qui est vraiment une marque générique. On représente l'ensemble de l'industrie canadienne. Puis on est là vraiment pour stimuler les ventes, évidemment, de sirop d'érable, mais stimuler la connaissance, l'éducation. On fait beaucoup de création de contenu. Sur ces marchés-là, on est là en partie pour faire le travail que les exportateurs ne font pas. Puis ça s'explique, les exportateurs, quand ils sont présents sur ces marchés-là, ils vont vouloir faire des offensives qui vont générer des ventes. Donc, quand nous, on fait de la création de contenu, disons que s'assurer que sur les principaux sites de recettes aux États-Unis, qu'il y ait des centaines de recettes à l'érable, s'assurer qu'on parle des bienfaits du sirop d'érable. Donc, ce mandat-là nous revient, puis ça contribue conjointement avec leurs efforts à stimuler les ventes aux États-Unis. Au niveau de la promotion générique, ce qu'on fait, je pense qu'un bon parallèle, si on regarde au Québec, ce que les producteurs de lait font. Quand on voit les campagnes pour le lait, évidemment, c'est pas Natrel, c'est pas Béatrice, c'est pas Québon, c'est le lait en général. Donc, c'est le rôle qu'on a, nous, sur les marchés étrangers. Donc, c'est sûr que nous, on fait tout un travail, je mentionnais, d'éducation, on fait ces campagnes-là, mais il ne faut pas négliger toute la part des acheteurs autorisés aussi sur le terrain, parce qu'eux font d'importants investissements aussi, ce soit pour leur marque, mais conjointement, on réussit à faire de belles campagnes pour ça, puis d'être synchronisés, d'avoir les mêmes objectifs. Ça nous permet d'aller plus loin parce que plus on est sur le terrain à répandre la bonne nouvelle, plus on se rend loin avec ça. Là. Il faut donc faire connaître le sirop d'érable de façon générale. On ne vend pas une marque en particulier, on valorise une ressource. Pour nous, les Québécois, le sirop d'érable fait partie de notre quotidien depuis longtemps. Est-ce qu'on peut en dire autant des Américains? Est-ce qu'ils savent à quel point c'est bon? On a des défis importants, par contre, aux États-Unis. Comme pour tout marché étranger, il faut comprendre que quand on fait la promotion d'un produit alimentaire, il n'y a rien qui est plus culturel que la nourriture. Donc, c'est important de vraiment adresser ça de façon à être respectueux des mœurs, des coutumes locales. C'est ce qu'on fait sur l'ensemble des marchés. Un autre problème qu'on a aux États-Unis, ou un défi plutôt, c'est le niveau d'éducation des consommateurs. Malgré que ce soit un pays producteur de sirop d'érable, il y a plus de la moitié de la population qui confond le sirop d'érable et le sirop de crêpe ou le sirop de maïs. Donc, aux États-Unis, dans les études qu'on a faites dans les dernières années, on a été en mesure d'identifier 2 grandes catégories de consommateurs. Donc, le consommateur qui est le plus éduqué sur le sirop d'érable, qui a la meilleure connaissance, bien qu'il y ait un peu de confusion, on les appelle les loyalistes. Donc, c'est des gens qui sont vraiment plus soucieux de leur santé, qui s'intéressent à des magazines de tendances culinaires, tout ça, d'alimentation santé. Et on a une autre catégorie qu'on appelle les syrup lovers. Donc, cette catégorie-là, c'est des gens qui aiment le sirop d'érable, qui aiment le sirop à crêpes, qui aiment tous les sirops, finalement, mais où le facteur prix va avoir une incidence plus importante, mais où l'éducation est vraiment plus à faire. En amenant le sirop d'érable aux États-Unis, on s'attaque à un des plus gros marchés d'exportation. Le territoire est vaste, la population nombreuse et les publicités coûtent cher, très cher. Et on ne s'adresse pas de la même façon à un Américain qu'à un Québécois quand on parle de sirop d'érable.
Victor Brunton, directeur de compte à l'agence Rethink, nous le confirme. On le sait, au Québec, le sirop d'érable, les produits d'érable, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre ADN, si je peux dire. Donc, il y a une connaissance, il y a une éducation par rapport aux produits d'érable qui est hors norme à l'échelle mondiale, si je peux dire. Là, on est les leaders de l'industrie, puis notre population, elle aussi, est un leader en termes de consommateurs. Je pense que c'est 99% des Québécois qui ont consommé au moins un produit d'érable dans la dernière année au Québec. Donc, on réalise qu'au Québec, on n'a pas besoin de dire aux gens c'est quoi le sirop d'érable. On n'a pas besoin d'apprendre aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le sirop. Mais si on veut augmenter la consommation, il faut qu'on multiplie les occasions de consommation. Donc, il faut qu'on incite les gens, les consommateurs, à consommer du sirop de différentes façons qui n'ont peut-être pas l'habitude de le faire. Il y a beaucoup de gens qui vont le faire sur des crêpes le dimanche matin, sur des gaufres au déjeuner, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup au Québec, on a l'habitude de mettre ça dans des marinades, dans des sauces, c'est ça dans différentes recettes. Mais nous, le pari qu'on a pris, c'est justement de multiplier, d'offrir de nouvelles occasions de consommation, puis d'inciter les gens à utiliser du sirop dans des occasions auxquelles ils ne penseraient pas naturellement. Ensuite de ça, pour ce qui est du marché américain, mais le marché américain est encore plus en retard, si je peux dire, au niveau de l'éducation sur les produits d'érable. En fait, la majorité des Américains, ou il y a un grand nombre d'Américains qui ne sont pas capables de faire la différence ou qui ne connaissent pas la différence entre du sirop de table, du corn syrup, du sirop de maïs et le vrai sirop d'érable pur, dans lequel il y a un seul ingrédient qui est du sirop d'érable. Pour eux, c'est un peu toute la même affaire. Ils savent pas qu'il y a une différence. Même au niveau du goût, des fois, ils font pas la différence ou ils préfèrent même le sirop de poteau, ce qui est un petit peu surprenant pour n'importe quel Québécois qui entend ça. Pour nous, c'est un blasphème de penser que le sirop de poteau est meilleur que le sirop d'érable. Aux États-Unis, c'est un peu la norme. David Marino nous donne un éclairage supplémentaire sur la question. Un autre élément qui est important aussi pour nous, c'est d'adresser les messages en fonction du niveau de maturité des différents marchés. Évidemment, au Québec, le sirop d'érable, on n'est pas choqué quand on entend qu'on peut en mettre dans la sauce à spaghetti pour casser l'acidité. Aux États-Unis, on n'est pas tout à fait là. En fait, on est encore loin de là. Notre objectif cette année, c'est vraiment d'occuper la place de choix au petit déjeuner. Donc, on veut que les Américains, quand on pense petit déjeuner, qu'on pense sirop d'érable pur. Un autre élément qu'on doit tenir en compte sur ce marché-là, puis on s'est ressorti dans des sondages, les États-Unis sont d'importants producteurs de maïs, donc d'importants producteurs de sirop de maïs également. Donc, ce produit-là a une place culturelle à leur table aussi. Puis malgré qu'on soit meilleur sucre, malgré les polyphénols, les nutriments, tout ce qu'on trouve dans le sirop d'érable, les Américains ne veulent pas se faire dire que ce qu'ils consomment, c'est pas bon. Donc, on doit avoir cette délicatesse-là aussi quand on adresse ce sujet-là. Je sais que ça peut vous paraître insensé qu'on puisse comparer du sirop de maïs à du sirop d'érable. Mais comme on l'a dit plus tôt, la nourriture, c'est culturel. Si quelqu'un a toujours consommé du sirop de maïs, ça va être plus difficile de le faire changer pour du sirop d'érable. Un autre élément qui ajoute une couche de défi dans la promotion du sirop d'érable aux États-Unis, c'est qu'il y a une sorte de confusion entre les types de sirop. L'industrie du sirop de maïs veut faire sentir aux consommateurs que ce qu'ils mangent, c'est naturel. Quand on visite une épicerie aux États-Unis, on peut comprendre en partie d'où vient la confusion. Dans la section des sirops de table et des sirops d'érable, c'est un immense pan de mur qui est réservé à ça, avec une grande proportion pour les sirops à crêpes, donc pas le sirop d'érable pur. Un élément qui joue aussi contre nous, c'est que l'iconographie du sirop d'érable est largement utilisée sur ces produits-là. Donc, que ce soit à saveur d'érable, qu'on voit une image d'érablière, de cabane à sucre, quand il n'y a pas d'érable du tout dans la bouteille, on en voit beaucoup sur le marché. Donc, le consommateur, on le sait, quand on fait notre épicerie, notre temps est limité, on a peu de temps pour faire la sélection des articles. Fait que souvent, on va y aller par réflexe, on va prendre une bouteille, on va regarder le prix. On voit une cabane à sucre, on voit une érablière, le prix est bon, on le prend, mais c'est un sirop de table qu'on achète. Un autre défi qui s'ajoute à ceux qu'on vient de nommer, c'est l'aspect financier. Une campagne d'1 million de dollars aux États-Unis, c'est l'équivalent d'une campagne de 20 à 25 000 dollars au Québec. Ça se dépense vite et sur un grand territoire, ça minimise les retombées. C'est là que la stratégie est importante. Un premier volet a été travaillé avec l'agence Rethink. C'était de conquérir l'État de la Floride. On se doit de faire du millage à nos investissements. Donc, une nouvelle approche où on visait vraiment à faire moins de projets, mais des projets à plus fort impact et à un rayonnement vraiment plus intéressant aussi. On voulait faire des concepts qui allaient être repris dans les différents médias pour nous offrir des retombées publicitaires, finalement, qu'on n'aurait pas eu les moyens de s'offrir s'il fallait payer pour ces placements médias-là. Victor Brunton et son équipe ont trouvé une première stratégie très efficace.
L'année passée, aux États-Unis, on s'est concentré sur 2 offensives principales. Il y en a une qui était un petit peu plus ciblée de façon géographique et avec une cible précise, et l'autre qui était un petit peu plus large, je peux dire, une qu'on a essayé de raisonner à la grandeur du pays. Pour ce qui est de l'initiative qui était un petit peu plus ciblée, nous, on s'est dit, justement, à cause des budgets qu'on a, à cause de l'objectif qu'on a, on allait concentrer nos efforts aussi en termes de ciblage géographique. Après plusieurs évaluations, après plusieurs données, on a regardé les différents chiffres qui étaient disponibles et on a décidé de se concentrer sur le sud-est américain. Donc, le sud-est américain, le gros État, là, c'est la Floride où on s'est concentré. Mais bien évidemment, c'est pas les frontières qui sont poreuses, si je peux dire, là. On a touché un petit peu les États aux alentours, mais on s'est vraiment concentré sur l'État de la Floride. Cette initiative-là comportait 2 volets. Il y en avait un qui était de la PLV, donc la publicité en lieu de vente, qu'on connaît tous. Si on va à l'épicerie, même au Québec, on voit de la publicité, on voit des bandeaux dans les épiceries qui nous incitent à acheter certains produits versus d'autres. Donc ça, c'est de la publicité en lieu de vente, de la PLV. Et l'autre initiative qui était dans ce même cadre-là, on appelle ça du marketing de contenu. Donc c'est pas du marketing où, par exemple, on va acheter de la publicité à la télévision, on va acheter un panneau sur le côté de l'autoroute. C'est plutôt du marketing qui va venir s'intégrer dans du contenu qu'on consomme de façon régulière. Donc, je vous donne un exemple. Si vous regardez Salut Bonjour le matin, puis il y a quelqu'un qui fait une recette avec du sirop d'érable, c'est un peu arrangé avec le gars des vues. Tu sais, les PPAQ, la marque Érable du Québec, a créé un plan pour pouvoir s'intégrer dans Salut Bonjour. Ça, c'est ce qu'on va appeler du marketing de contenu. Donc, on a fait la même chose aux États-Unis. On s'est pas intégré dans des émissions de variété ou des émissions, des morning shows, comme on va appeler aux États-Unis. On s'est plutôt intégré dans des magazines qui étaient ciblés et qui représentaient un peu notre cible, donc dont le lectorat représentait la cible qu'on voulait aller chercher. La dernière occasion qu'on a d'avoir un impact sur un achat, c'est avec la publicité en lieu de vente. Ce type de publicité nous permet de se positionner directement dans les épiceries. C'est là que le consommateur fait un choix entre un produit ou un autre. Quand on parle de publicité en lieu de vente, en fait, ce qu'on veut dire, c'est vraiment de la publicité dans le lieu d'achat, donc principalement en épicerie dans le cas qui nous concerne. Et pourquoi pour nous, c'est important d'être en épicerie directement? Donc, c'est vraiment le dernier moment où on peut influencer la décision d'achat. La personne est dans l'allée d'épicerie puis elle se dit, est-ce que je choisis le produit A ou je choisis le produit B? On voulait être là au moment de cette décision-là. Donc, on a fait des publicités sur des devantures de chariots. Donc, partout où on se promenait dans certaines épiceries, dans certaines bannières en Floride, il y avait de la publicité devant les chariots, donc des petits panneaux déambulants, si je peux dire, qui incitaient les gens à choisir du vrai sirop versus du sirop de table. La ligne qu'on avait utilisée, c'est « quit waffling ». Waffling, ça veut dire un peu de ne pas prendre de décision, de toujours s'interroger. Donc, on a dit, arrêtez de penser, arrêtez de suranalyser la chose, prenez du vrai sirop, c'est la bonne affaire. Allez pas avec l'alternative du sirop de table. Et pourquoi aussi c'est important d'être en lieu de vente, surtout dans le produit qui nous concerne, c'est que si vous allez dans les épiceries aux États-Unis, il y a énormément de produits, il y a énormément de confusion aussi. Les producteurs de sirop de table, les producteurs de sirop de maïs utilisent les codes qu'on connaît du sirop d'érable pour un peu justement alimenter cette confusion, créer la confusion et en profiter par le fait même. Donc, c'est pas surprenant de voir des bouteilles de sirop de table qui vont reprendre l'image de la cabane à sucre, la feuille d'érable, la chaudière pour récolter l'eau. Je sais qu'ils ont fait plus ça, la chaudière, là, rassurez-vous, mais c'est quand même un code qui est utilisé dans le marché. Donc, ils vont jouer sur cette confusion-là pour dire, non, s'il y a une feuille d'érable, s'il y a une cabane à sucre, s'il y a une chaudière, ça doit être la vraie affaire. Donc, les consommateurs vont pas se poser plus de questions par rapport à ça. Donc, pour nous, c'est important d'être là au moment où ils étaient devant l'étalage pour dire, non, prends une petite seconde de plus pour regarder si c'est du vrai sirop d'érable, choisis du vrai sirop d'érable. Et est-ce que ça a fonctionné? La réponse, c'est oui. Les ventes de sirop d'érable ont augmenté dans l'État de la Floride. Les résultats sont là. L'autre stratégie développée est vraiment originale. Puis en plus, elle a super bien marché. Vous avez peut-être même vu passer ça sur vos réseaux sociaux. La campagne s'appelait Build the Maple. La genèse de cette idée-là, ça reposait sur 2 vérités, 2 réalités. La première, c'est que quand on va dans des restaurants, la majorité des très bonnes choses coûtent un extra. Si vous voulez de la guacamole, ça va vous coûter extra. Si vous voulez plus de fromage, ça va coûter extra. Si vous voulez du bacon, ça coûte extra. Si vous voulez du vrai sirop d'érable, ça va coûter extra. Donc ça, c'est la première vérité qu'on connaît tous, on l'a tous déjà vécu. Et la deuxième vérité, c'est qu'il y a quand même un cliché par rapport aux Canadiens à l'international, qu'on est gentil, qu'on s'excuse, qu'on dit sorry.
Donc, si on prenait ces deux réalités-là et qu'on les mettait ensemble, mais pourquoi pas dire que si on va dans un restaurant déjeuner aux États-Unis et que vous vous faites facturer du sirop d'érable, bien, les gentils Canadiens vont vous rembourser. Donc, l'idée, à la base, était d'inciter les Américains à demander du vrai sirop d'érable quand ils vont dans un restaurant déjeuner. Et par la suite, quand ils allaient demander cet extra-là, bien évidemment, ça allait venir avec un coût. Et nous, on s'est dit, ben inquiétez-vous pas, on va vous rembourser. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré la barrière psychologique ou la barrière monétaire de dire moi j'aimerais ça essayer du vrai sirop d'érable, mais ça coûte un peu trop cher, fait que je le ferai pas. On s'est dit non, inquiétez-vous pas, on va vous rembourser. Allez-y, gâtez-vous, it's on us. Et par le fait même, ce qu'on réalise un peu, ou comme la stratégie, c'est que on a transformé tous les restaurants déjeuners aux États-Unis en comptoirs de dégustation. Donc, au lieu d'aller en épicerie ou au Costco, comme on a l'habitude de le voir, puis d'essayer du vrai sirop, tu vas aller au coin de la rue à ton restaurant déjeuner, à ton diner, peu importe c'est où que tu as l'habitude d'aller prendre le brunch ou déjeuner, et dire non, moi je veux essayer du vrai sirop. En plus de la campagne dans les restaurants, il y a eu un placement publicitaire dans le New York Times, dans une publication du dimanche. C'était une lettre de Maple from Canada adressée aux Américains. On s'excusait pour l'extra qu'ils doivent payer pour avoir à s'offrir du sirop d'érable dans les restaurants. Une approche différente, mais qui fait écho au reste de la campagne Build a Maple. Et finalement, ça a fait le tour du pays. On se doit de faire des campagnes qui ont un plus grand rayonnement. L'approche qu'on a eue avec cette campagne-là, c'est assez accrocheur de rembourser des Américains qui prennent du sirop d'érable au restaurant. Cette nouvelle-là a été reprise dans près de 122 médias aux États-Unis. On a eu une portée de 99 millions d'Américains qui ont été rejoints par cette campagne-là. J'ai envie de dire que des fois, vous, les producteurs, les équipementiers, les transformateurs, vous êtes dans les opérations de vos entreprises. C'est pas toujours évident de comprendre qu'est-ce que les PPAQ font pour promouvoir l'érable à l'international. C'est encore moins évident de rendre concret les investissements qui sont faits pour le marketing. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces deux actions marketing, les résultats du rayonnement de l'érable sont atteints, et même au-delà des espérances. Plusieurs d'entre vous connaissez déjà très bien le sirop d'érable, ses différentes flaveurs et ses dérivés. Vous savez déjà que ce n'est pas étrange de mettre du sirop d'érable dans son café, dans ses desserts ou dans ses marinades. Dans ces démarches marketing, on s'adresse à ceux pour qui le sirop d'érable est un produit qui se consomme seulement au printemps ou au déjeuner, et aussi à ceux qui pensent que tous les sirops sont égaux. Nous aurons l'occasion au cours de la série Balado d'aborder d'autres marchés dans lesquels notre produit chouchou tente de prendre une plus grande place. Dans le prochain épisode, on découvre l'histoire d'un acériculteur de la relève et on profite des conseils d'un directeur de compte chez Financement Agricole Canada. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé le balado, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes ou écoutez-les au ppaq.ca. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions et vos suggestions à l'adresse courriel lastationacéricole@gmail.com. Je m'appelle Mathieu et je vous dis à bientôt.